Parfois, on réalise quelque chose d'étrange, presque paradoxal, au détour d'une conversation ordinaire. Quelqu'un vous dit « Tu sais, depuis que tu as arrêté de courir après les choses, tu rayonnes différemment. » Et vous restez là, un peu silencieux, parce que cette phrase touche quelque chose de vrai que vous n'aviez pas encore formulé vous-même. C'est exactement ce sentiment que je veux explorer avec vous aujourd'hui. Ce moment particulier où, en cessant d'attendre, en cessant de tendre les mains vers ce qui n'arrive pas encore, vous devenez, sans le chercher, quelqu'un vers qui les autres se tournent naturellement. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je veux que vous sachiez, dès ces premières minutes, que ce que nous allons traverser ensemble n'est pas une série de conseils à cocher sur une liste. Ce n'est pas un programme de performance personnelle. C'est plutôt une invitation à regarder en vous avec un peu plus de tendresse et de lucidité à la fois. Parce que ce sujet, cette idée que vous devenez magnétique quand vous n'attendez plus rien, elle mérite qu'on la prenne avec soin. Elle mérite qu'on ne la survole pas. Vous connaissez peut-être cette sensation. Vous espérez un message qui ne vient pas. Vous attendez qu'on vous reconnaisse, qu'on vous apprécie, qu'on vous choisisse. Et plus vous attendez, plus il vous semble que tout se dérobe, comme si l'attente elle-même créait une espèce de vide autour de vous. Un espace où les autres ne savent plus comment entrer, ou peut-être ne veulent plus entrer. Et puis, un jour, souvent sans que vous le décidiez vraiment, vous lâchez. Vous cessez d'attendre. Vous recommencez à vivre pour vous-même, simplement, sans arrière-pensée. Et là, quelque chose change. Les gens reviennent. Les opportunités se présentent. La vie semble vous regarder différemment. Pourquoi cela? Qu'est-ce qui se passe vraiment dans cette transformation? C'est ce que nous allons explorer ensemble, avec patience, avec profondeur, en prenant le temps qu'il faut. Je voudrais commencer par vous poser une question simple. Quand avez-vous, pour la dernière fois, fait quelque chose sans attendre quoi que ce soit en retour? Pas pour être aimé davantage, pas pour qu'on vous remarque, pas pour prouver que vous avez changé, juste pour le plaisir de faire, juste parce que c'était bien, juste ou beau. Prenez un instant pour y penser vraiment, parce que cette question n'est pas anodine. Elle touche quelque chose de fondamental dans la façon dont nous habitons notre vie. Nous vivons dans une époque où l'attente est partout. Nous attendons des validations, des retours, des confirmations. Nous postons quelque chose sur les réseaux et nous guettons les réactions. Nous disons quelque chose à quelqu'un et nous observons son visage pour voir comment ça atterrit. Nous faisons des efforts dans une relation et nous calculons, souvent inconsciemment, si l'autre les voit, les reconnaît, les rend. Tout cela est humain, profondément humain. Je ne veux pas vous dire que vous avez tort d'espérer ou de désirer. Le désir est une force vitale. L'espoir est une forme de courage. Mais il y a une différence subtile et pourtant immense entre désirer et attendre, entre espérer et dépendre. Et c'est dans cet espace, entre ces deux postures, que se joue quelque chose d'essentiel pour votre vie intérieure et pour la façon dont vous apparaissez aux autres. Laissez-moi vous raconter quelque chose. Dans ma pratique, j'ai rencontré au fil des années des personnes qui souffraient d'une forme particulière de solitude. Pas la solitude de l'isolement physique, mais la solitude de l'invisibilité sociale. Des personnes qui faisaient des efforts constants pour être aimées, pour être incluses, pour être reconnues, et qui pourtant se sentaient systématiquement mises de côté. Une femme, que j'appellerais Claire, me disait un jour « Je ne comprends pas. Je fais tout ce qu'il faut, je suis disponible, je suis attentionnée, je m'adapte, et pourtant, j'ai toujours l'impression d'être transparente. » Cette phrase m'a beaucoup touchée, parce qu'elle décrivait avec une précision bouleversante le piège dans lequel beaucoup d'entre nous tombons. À force de vouloir être vus, nous devenons invisibles.
À force de chercher à plaire, nous perdons ce qui nous rend précisément plaisant. Nous allons comprendre ensemble pourquoi. Mais d'abord, je veux que vous compreniez que si vous vous reconnaissez dans ce que je décris, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une faiblesse. C'est le signe que vous avez été blessé quelque part à un moment de façon suffisamment profonde pour que votre façon d'être au monde se soit organisée autour de cette blessure. Et ça, c'est quelque chose qui mérite de la compassion, pas du jugement. La première chose que je veux explorer avec vous, c'est ce qu'on pourrait appeler l'énergie de l'attente. Et je ne parle pas d'énergie dans un sens mystique ou ésotérique. Je parle de quelque chose de très concret, de très observable. Quand vous attendez quelque chose de quelqu'un, votre façon d'être change. Votre corps change, votre regard change, votre voix change. Et les autres le perçoivent, même sans le formuler consciemment. C'est l'une des choses les plus fascinantes de la communication humaine. Nous communiquons bien plus par ce que nous sommes que par ce que nous disons. Pensez à deux personnes qui vous demandent un service. La première vous le demande avec une certaine tension dans la voix, un regard qui surveille votre réaction, une façon de se tenir légèrement penché vers vous comme en attente. La seconde vous le demande avec calme, avec une légèreté naturelle, et si vous dites non, elle hausse les épaules doucement et dit « Pas de problème, je trouverai une autre solution ». Vers laquelle des deux avez-vous naturellement envie de vous tourner? Vers laquelle ressentez-vous de l'attraction? La réponse est presque universelle. C'est la seconde. Parce que la seconde ne vous met pas sous pression. Parce que la seconde n'a pas besoin de vous pour aller bien. Et paradoxalement, c'est justement pour cela que vous avez envie de l'aider. Ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas de la froideur. C'est ce qu'on pourrait appeler une présence libre. Une présence qui n'exige rien, qui ne réclame rien, et qui, pour cette raison même, attire. Maintenant, je veux aller un peu plus loin, parce que ce phénomène ne se limite pas aux interactions sociales. Il touche quelque chose de beaucoup plus profond, la façon dont nous nous rapportons à nous-mêmes. L'attente que nous dirigeons vers les autres est souvent, en réalité, une attente que nous dirigeons vers nous-mêmes. Nous attendons des autres qu'ils nous disent que nous sommes bien, que nous sommes suffisants, que nous avons de la valeur. Et cette attente-là, elle vient toujours d'un endroit où nous n'avons pas encore trouvé cette certitude en nous-mêmes. C'est une des vérités les plus inconfortables et en même temps les plus libératrices que j'ai rencontrées au fil de mes années de travail. Nous cherchons à l'extérieur ce que nous n'avons pas encore construit à l'intérieur. Et tant que nous cherchons à l'extérieur, nous sommes dépendants. Et la dépendance, même quand elle est discrète, même quand elle est bien habillée, les autres la ressentent. Elle crée une forme de pesanteur invisible. Je voudrais prendre un moment pour vous parler d'une métaphore qui me semble juste. Imaginez une fleur qui s'ouvre naturellement, au rythme du soleil et de la saison. Elle ne fait rien pour attirer les abeilles. Elle ne se penche pas vers elles en espérant qu'elles viennent. Elle existe simplement, pleinement. Et les abeilles viennent. Parce que c'est dans la nature des abeilles de chercher ce qui est plein, ce qui est épanoui, ce qui rayonne sa propre lumière. Maintenant, imaginez une fleur qui aurait conscience d'elle-même et qui voudrait attirer les abeilles, qui se pencherait, qui s'agiterait, qui changerait de couleur selon ce qu'elle pense que les abeilles préfèrent. Elle serait peut-être jolie, elle serait peut-être attentionnée, mais elle aurait perdu quelque chose d'essentiel, sa propre nature, et les abeilles, étrangement, se détourneraient. Nous sommes ces fleurs, et la question est, comment retrouver cette façon d'être pleinement soi, sans performance, sans calcul, sans attente? Pour répondre à cette question, il faut d'abord comprendre comment l'attente s'installe. Parce que personne ne choisit de vivre dans l'attente. Ça se construit progressivement,
souvent à partir de l'enfance. Quand un enfant grandit dans un environnement où l'amour est conditionnel, où l'approbation dépend de la performance, où l'affection se mérite, il apprend quelque chose de fondamental sur la façon dont le monde fonctionne. Pour être aimé, je dois faire. Pour être accepté, je dois plaire. Pour exister aux yeux des autres, je dois m'adapter. Ce schéma, une fois installé, se reproduit à l'infini. Dans les amitiés, dans les relations amoureuses, dans le travail. Et il se reproduit de façon tellement automatique que la plupart du temps, nous ne le voyons pas. Nous pensons simplement que c'est comme ça que les choses fonctionnent, que c'est normal de toujours faire des efforts pour être aimé, que c'est normal de surveiller les humeurs des autres, que c'est normal de se sentir anxieux quand on n'a pas de confirmation que tout va bien. Mais ce n'est pas normal au sens de sain, c'est normal au sens de fréquent. Et il y a une grande différence entre les deux. Ce que la psychologie nous a appris et ce que l'expérience clinique confirme sans cesse, c'est que ces schémas d'attachement anxieux, cette façon de naviguer dans les relations avec un œil constamment tourné vers l'autre, pour voir si on est encore en sécurité, épuisent. Ils épuisent celui qui les vit, et ils créent paradoxalement les situations exactement contraires à celles qu'on espère. Permettez-moi de vous donner un exemple très simple, très quotidien. Vous avez un ami que vous appréciez profondément, mais depuis quelques semaines, vous avez l'impression que cet ami s'éloigne un peu. Il répond moins vite à vos messages, il accepte moins souvent vos invitations, et vous commencez à surveiller, à analyser chaque message, chaque délai de réponse, chaque tournure de phrase. Vous commencez à envoyer des messages plus fréquents, peut-être pour vérifier que le lien tient encore. Ou au contraire, vous vous renfermez, blessé, attendant qu'il fasse le premier pas. Dans les deux cas, vous êtes en attente. Et dans les deux cas, cette attente crée une tension que l'autre perçoit. Et cette tension, elle a tendance à confirmer exactement ce que vous craignez. L'éloignement. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. La peur de perdre quelqu'un crée des comportements qui contribuent à éloigner cette personne. Non pas parce que vous êtes fondamentalement repoussant, mais parce que l'attente anxieuse crée une pression que la plupart des êtres humains fuient, instinctivement. Alors que se passe-t-il quand vous lâchez? Quand vous décidez, non pas de façon résignée mais de façon consciente, de ne plus dépendre de la réponse de cet ami pour aller bien, quelque chose de remarquable se produit souvent. Non seulement vous allez mieux, vous-même, parce que vous avez repris votre propre centre de gravité, mais très souvent, l'autre se rapproche. Pas parce que vous avez joué un jeu, pas parce que vous avez appliqué une technique, mais parce que vous avez cessé de mettre une pression invisible sur cette relation et que la relation peut à nouveau respirer. Je veux m'arrêter un moment ici, parce que je sens qu'il y a quelque chose d'important à dire. Tout ce dont nous parlons n'est pas une invitation à l'indifférence. Ce n'est pas une invitation à faire semblant de ne pas avoir besoin des autres. Les êtres humains ont besoin les uns des autres. C'est une vérité biologique, psychologique, spirituelle. Nous sommes des êtres de relation. Et prétendre qu'on a besoin de personne, c'est une forme de mensonge qui finit par nous isoler davantage. Ce dont je parle, c'est quelque chose de plus subtil. C'est la différence entre avoir besoin et dépendre, entre désirer et exiger, entre aimer et s'accrocher. Un besoin est naturel et sain. Une dépendance est une souffrance déguisée en besoin. Et apprendre à faire cette distinction en soi, avec honnêteté et sans se juger, c'est l'un des actes les plus courageux qu'on puisse poser. Avant de continuer, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Et c'est quelque chose que je fais rarement, mais que je trouve important. Si les réflexions que vous avez entendues jusqu'ici vous touchent, si vous sentez qu'elles réveillent quelque chose en vous, une curiosité, un désir d'aller plus loin,
Sachez qu'il existe des livres remarquables sur ces thèmes, des livres sur la psychologie de l'attachement, sur la connaissance de soi, sur la façon de construire une vie intérieure plus riche et plus libre. Ces livres ne sont pas les miens, mais ils ont accompagné beaucoup de personnes dans leur chemin. Je vous invite à visiter la page indiquée dans la description de cet épisode ou à scanner le QR code si vous nous regardez sur écran. Vous y trouverez une sélection soignée d'ouvrages qui pourraient vous accompagner dans cette exploration. Prenez ce que vous avez besoin de prendre et laissez le reste. Revenons maintenant à notre fil. Nous avons parlé de l'énergie de l'attente. Nous avons parlé de ses origines. Maintenant, je veux vous parler de ce qui se passe quand cette attente commence à se dissoudre. Parce que ce n'est pas un événement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive d'un seul coup, un matin, comme une illumination. C'est un processus, lent, parfois douloureux, souvent silencieux. Il y a une image que j'aime beaucoup, celle de l'eau qui coule sur une pierre. Au premier regard, ça ne semble rien. L'eau est légère, la pierre est dure. Mais l'eau, sur Disney, creuse la pierre. Non pas parce qu'elle est forte, mais parce qu'elle est constante. Et la transformation intérieure ressemble à ça. Elle se fait par petites touches, par répétition discrète, par moments d'attention réguliers à soi-même. La première étape de cette transformation, c'est ce que j'appelle le retour à soi. Et par là, je n'entends pas un repli sur soi. Je n'entends pas l'égoïsme ou l'indifférence aux autres. J'entends quelque chose de précis, recommencer à s'intéresser à sa propre vie intérieure autant qu'à la façon dont les autres nous perçoivent. Beaucoup d'entre nous avons pris l'habitude de nous regarder de l'extérieur. Nous nous observons comme si nous étions sur une scène en nous demandant constamment : quelle image est-ce que je donne ? Est-ce que je plais ? Est-ce qu'on me trouve intéressant ? Ce regard extérieur sur soi-même est épuisant et il nous coupe d'une chose essentielle, notre propre expérience intérieure, ce que nous ressentons vraiment, ce qui nous touche vraiment, ce qui nous importe vraiment. Quand on commence à s'intéresser à cette vie intérieure, quelque chose de remarquable se produit. On découvre qu'on est habité, qu'il y a en soi une richesse qu'on n'avait pas vue parce qu'on était trop occupé à regarder vers l'extérieur. Et cette découverte crée quelque chose que les autres perçoivent immédiatement, une présence, une densité, une profondeur. Les personnes que nous trouvons magnétiques, que nous trouvons fascinantes, ont presque toujours cette qualité en commun. Elles semblent habiter complètement leur propre vie. Elles ne sont pas ailleurs, en train de calculer ou d'espérer. Elles sont là, complètement là. Et cette présence pleine est ce qui attire naturellement, irrésistiblement. Permettez-moi de vous parler d'un homme que j'ai connu, je l'appellerai Thomas. Thomas était quelqu'un qui avait passé des années à essayer de plaire. Dans sa vie professionnelle, il s'adaptait constamment aux attentes de ses supérieurs, parfois au détriment de ses propres convictions. Dans sa vie personnelle, il choisissait ses mots avec soin pour ne jamais décevoir, ne jamais contrarier, ne jamais occuper trop de place. Il était gentil, prévenant, attentionné. Et pourtant, il n'avançait pas, ni dans sa carrière, ni dans ses relations. Il avait l'impression d'être utile, mais jamais vraiment vu. Un jour, à la suite d'une série d'événements difficiles, il s'est retrouvé face à lui-même, sans le filet de sécurité de l'approbation des autres. Et dans cet espace de solitude forcée, il a recommencé à s'interroger sur ce qu'il voulait vraiment. Pas ce que les autres voulaient pour lui, pas ce qu'il pensait devoir vouloir, mais ce qui, en lui, était vivant, ce qui le nourrissait, ce qui lui donnait de l'élan. Cette reconquête de lui-même a été longue et non linéaire, mais progressivement, quelque chose a changé dans sa façon d'être. Il a commencé à parler de façon moins prudente, moins calculée. Il a commencé à dire non quand il pensait non, et oui quand il pensait vraiment oui.
Il a commencé à s'engager dans des projets non pas pour qu'on le remarque, mais parce qu'ils lui semblaient porteurs de sens. Et les gens, autour de lui, ont commencé à le regarder différemment, à le consulter davantage, à lui faire davantage confiance. Non pas parce qu'il avait changé de méthode, mais parce qu'il avait changé de centre. Son centre n'était plus dans le regard des autres. Il était revenu en lui-même. Je veux maintenant aborder quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. La question de la solitude, parce que le chemin vers cette liberté intérieure dont nous parlons passe souvent par une acceptation de la solitude. Et la solitude, dans notre culture, a une très mauvaise réputation. On la confond souvent avec l'échec, avec l'abandon, avec quelque chose qui cloche. Mais la solitude choisie, la solitude habitée, est l'une des expériences les plus riches qui soient. C'est dans la solitude que nous entendons notre propre voix. C'est dans la solitude que nous découvrons ce qui nous importe vraiment. C'est dans la solitude que nous construisons le socle intérieur, depuis lequel nous pouvons ensuite aller vers les autres sans dépendre d'eux. Les grandes traditions spirituelles, et plus récemment la psychologie contemporaine, nous disent la même chose. Ceux qui savent être seuls savent mieux être ensemble, parce qu'ils ne cherchent pas dans l'autre ce que l'autre ne peut pas donner. Ils apportent à la relation quelque chose de complet, ou en tout cas de cherchant à se compléter de façon authentique, plutôt que quelque chose de vide cherchant à être rempli par l'autre. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui me semble juste: deux solitudes qui se protègent, se complètent et se saluent. Ces mots sont du poète Rainer Maria Rilke et ils décrivent une vision de la relation qui me touche profondément. Deux personnes qui viennent à la rencontre l'une de l'autre, non pas parce qu'elles sont incomplètes, mais parce qu'elles ont quelque chose à partager, quelque chose à construire ensemble depuis un espace de liberté intérieure. Est-ce que cela vous parle ? Je vous pose cette question sincèrement, parce que je sais que pour beaucoup d'entre nous, cette vision est belle, mais elle semble lointaine. Elle semble appartenir à un monde idéal que nous n'habitons pas encore. Et c'est tout à fait correct. Nous sommes tous en chemin. Personne ne détient la plénitude complète et permanente. Ce qui compte, c'est la direction dans laquelle on marche, pas la vitesse à laquelle on avance. Si ce que vous entendez ici vous fait réfléchir, si ces mots créent en vous quelque chose qui ressemble à une reconnaissance, une envie d'aller plus loin, je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, parce que nous continuerons, épisode après épisode, à explorer ces territoires intérieurs avec la même patience et le même respect. Et chaque épisode peut être un pas de plus dans cette direction. Parlons maintenant d'une notion que je trouve fondamentale et qui est souvent mal comprise. L'authenticité. Le mot est partout aujourd'hui. Être authentique, montrez votre vrai visage. Soyez vous-même. On l'entend tellement que ça finit par sonner creux. Et pourtant, derrière ce mot, il y a quelque chose de profondément vrai et de profondément exigeant. Être authentique, ce n'est pas tout dire à tout le monde. Ce n'est pas l'absence de filtre. Ce n'est pas l'impulsivité érigée en vertu. Être authentique, au sens psychologique du terme, c'est agir depuis ce qu'on pense et ce qu'on ressent vraiment, plutôt que depuis ce qu'on pense devoir penser et ressentir. Et la différence entre ces deux postures est immense. Quand vous agissez depuis votre vérité, même si cette vérité est imparfaite, même si elle est incertaine, les autres le ressentent. Il y a une cohérence dans votre façon d'être qui est profondément rassurante. Les gens font confiance aux personnes cohérentes. Pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'on sait à quoi s'en tenir avec elles. On sait que ce qu'elles disent correspond à ce qu'elles font. On sait que leur gentillesse n'est pas calculée, que leur désaccord n'est pas une menace. Et cette cohérence, cette authenticité profonde, est l'une des composantes essentielles de ce qu'on pourrait appeler le magnétisme naturel.
Je veux vous raconter une courte histoire. Un professeur de zen avait l'habitude de recevoir des visiteurs, des étudiants, des philosophes, des personnes en quête de réponses. Tous venaient avec leurs questions, leurs théories, leurs bagages intellectuels. Un jour, un professeur d'université très réputé vint lui rendre visite. Il commença à exposer ses théories, à parler longuement, à montrer l'étendue de son savoir. Le maître zen écoutait en silence et commença à lui servir du thé. Il remplit la tasse du visiteur. La tasse était pleine, mais le maître continua à verser. Le thé débordait sur la table, sur le sol. Le professeur, abasourdi, s'exclama. « La tasse est pleine. Elle ne peut plus rien recevoir. » Le maître sourit et dit. « Comme cette tasse, vous êtes plein de vos propres opinions. Comment pourrais-je vous montrer quelque chose si vous ne vous faites pas d'abord un peu de place ? Cette histoire me revient souvent quand je pense à l'attente. » Parce que l'attente, c'est une façon d'être plein avant même de recevoir. Plein de nos espoirs, de nos scénarios, de nos projections, et cette plénitude artificielle empêche quelque chose de vrai de venir. Quand on lâche l'attente, on se vide, au bon sens du terme, on crée de l'espace. Et dans cet espace, quelque chose de plus vrai, de plus vivant, peut enfin entrer. Maintenant, j'aimerais aborder une question que beaucoup de personnes me posent, sous différentes formes, mais si je n'attends plus rien, est-ce que ça ne veut pas dire que je me résigne, que j'accepte n'importe quoi ? Et c'est une question très importante, parce que la ligne entre lâcher prise et résignation peut parfois sembler fine. Mais elle est en réalité bien distincte. La résignation, c'est quand vous abandonnez vos désirs parce que vous pensez que vous n'en êtes pas digne, quand vous cessez d'espérer parce que vous avez conclu que ça ne sert à rien. La résignation est une capitulation qui vient de la douleur. Elle s'accompagne souvent de tristesse, de cynisme, de fermeture. Lâcher prise, c'est tout autre chose. C'est quand vous avez des désirs, des espoirs, des aspirations, mais quand vous cessez de conditionner votre paix intérieure à leur réalisation. Quand vous décidez d'avancer, de vous épanouir, de vous investir, non pas parce que vous êtes certain du résultat, mais parce que c'est dans l'action et dans l'engagement que vous trouvez votre sens. Lâcher prise, c'est faire confiance à la vie sans exiger qu'elle se plie à vos plans. Et cette posture-là, elle n'est pas passive. Elle est au contraire très active, parce qu'elle demande une attention constante à soi-même. Elle demande de se demander régulièrement, est-ce que j'agis depuis ma liberté ou depuis ma peur ? Est-ce que je fais cela parce que ça m'importe vraiment ou parce que j'espère quelque chose en retour ? Ces questions sont simples. Mais y répondre honnêtement est parfois l'une des choses les plus courageuses qu'on puisse faire. Je voudrais maintenant vous parler du corps. Parce que tout ce que nous avons évoqué jusqu'ici, l'attente, l'authenticité, le lâcher-prise, ça ne se joue